Bonjour Attic. Bonjour. Je suis très heureux de lancer cet épisode avec toi. Tu es né à Kaboul en 1962. Tu es écrivain, cinéaste. Tu es parti d'Afghanistan en 1984. Tu es lauréat du prix Goncourt pour Singh et Sabour, Pierre de Patience en 2008. Auteur de nombreux livres et réalisateur, notamment de Terre et Cendres. Tu habites en France. Et tu continues de jeter des ponts entre les cultures à travers des créations artistiques. Et tu as été notamment membre du jury du Festival de Cannes en 2023. Jusqu'ici, tout est juste. C'est toujours étonnant une biographie parce qu'on retrace des exploits ou des choses qu'on a faites ou qu'on a conçues et pas forcément qui on est. Est-ce que toi, tu as toujours su que tu étais un artiste ou est-ce que c'est venu à un moment? Ou est-ce que ça n'est toujours pas venu et ça t'étonne toujours un peu de savoir que tu es écrivain? Ce n'est pas dans les gènes, c'est toujours on se fait, on se crée, on se réinvente. Mais le fait que je suis né dans une famille qui aimait la culture, qui aimait la poésie, qui aimait la littérature et l'art en général, oui, donc ils m'ont injecté peut-être très jeune cette maladie artistique. Donc j'ai commencé à dessiner très jeune, quand j'étais en première. Première selon le système scolaire afghan. J'avais l'âge de 6 ans. Ok. Donc voilà, c'est pas pareil. Hein. Oui. Moi, j'étais pas au début au lycée franco-afghan Istiklal. J'étais dans un autre lycée qui est proche de la maison, bien sûr. Et je dessinais à cette époque. Et je dessinais apparemment pas mal. Parce qu'un de mes dessins exécutés avec un ami très proche fait la couverture d'un magazine de la jeunesse. Ensuite, j'ai remporté aussi le concours de notre dessin au lycée en dessinant le portrait d'un grand penseur de 18-19e siècle qui était justement un personnage assez important pour moi. Non seulement parce qu'il venait de la même ville que ma grand-mère, mais plutôt parce que c'était quelqu'un qui voyageait entre l'Occident et l'Orient. Même si il était un homme religieux, de la pensée théologique, mais il avait quand même une pensée très progressiste. Cela pour vous dire que oui, au niveau intellectuel, on était happé par des penseurs. Et ça, forcément, ça m'a construit d'une certaine manière. Et puis, en 1973, quand mon père a été arrêté et mis en prison, j'avais écrit un poème qui a été publié aussi à ce moment-là. J'avais 11 ans. Et puis, oui, j'ai continué à écrire, à m'intéresser à la peinture, surtout, à la poésie, au roman. Et en découvrant le cinéma français à l'Institut français de Kaboul, ça a été vraiment un grand changement dans mon esprit et dans ma manière de raconter le monde. C'est pourquoi quand je suis arrivé en France en 1985, évidemment, je ne pouvais pas écrire en français. Écrire en persan pour qui et pourquoi, je me demandais. Pour cela que je me suis orienté vers des études cinématographiques. Je cherchais toujours un moyen de m'exprimer. Et je suis toujours à cette recherche. Je ne dirais pas que ça y est, je suis arrivé, maintenant je suis cinéaste, je suis écrivain, mais non, loin de tout ça. C'est pourquoi je touche à tout. Je fais du cinéma, et ensuite de la littérature, je fais de l'opéra, je fais du théâtre, je fais de la calligraphie, de ce que j'ai nommé la callimorphie. C'est quoi la callimorphie? C'est une sorte de mélange de l'art, de la calligraphie persane, arabe, tibétaine, et puis aussi japonaise, chinoise et hébreu. Et pour faire des lettres, une sorte de dessin, des portraits, mais aussi des corps, avec comme contrainte de ne pas dépasser 10 traits. En poésie, pendant très longtemps, on n'a pas voulu dépasser ou faire moins de 12 syllabes. Oui, exactement. C'est la magie de la contrainte. Ça nous aide, des contraintes comme ça, que ce soit des contraintes politiques, éthiques ou artistiques, et même contraintes techniques. Ça nous aide quand même de trouver des solutions, d'inventer, de réinventer des choses. C'est quoi les grandes contraintes que tu as rencontrées dans ton art? Parfois, il y a du silence, et dans les quelques livres de toi que j'ai lus, et ce silence, il dit quelque chose, et ça, j'imagine, c'est une contrainte. Ah bah oui, ceci dit, je suis né dans une société où on n'arrivait pas, où on ne pouvait pas s'exprimer librement. C'est sur le plan politique que religieux, forcément, le silence, ce n'est pas une sorte de résilience, mais une sorte de révolte très intérieure. Comme dit le grand poète perse du XIIIe, XIVe siècle, nous ne sommes pas aptes à tout dire si on pouvait seulement tout écouter. Et malheureusement, nos oreilles sont scellées, notre langue est scellée, notre cœur est scellé. Je crois que ça explique bien dans quelle situation se trouvaient des poètes depuis la nuit des temps. Parce que
L'art est une sorte de résistance contre le pouvoir. Barthes disait « Le dictateur, ce n'est pas celui qui interdit, mais celui qui oblige. » Et donc, au lieu d'être obligé de dire des choses qu'on me dicte, moi je préfère le silence, qui est une forme de résistance. Quels sont pour toi les combats que tu as envie de mettre en récit, ou de mettre en texte, ou de mettre en image aujourd'hui pour continuer dans ce chemin que tu décris de l'art comme résistance? Le combat qu'on met, c'est évidemment, comme disait Deleuze, c'est contre cette manipulation de communication politique, économique, sociale, religieuse. L'art n'est pas pour informer, mais pour résister. Ça, c'est le grand combat contre ces dogmes, aussi bien religieux que politiques et idéologiques. Donc, oui, c'est ce qui me permet ensuite de me comprendre et comprendre aussi le monde. Là aussi, c'est une sorte de résistance et de combat. En effet, ces combats contre la réalité politique, géopolitique, économique, sociale, la réalité religieuse même, pour trouver notre propre vérité. Du coup, on peut imaginer qu'il faudrait créer des générations d'artistes, qu'il faut promouvoir justement la créativité et l'art dans chacun d'entre nous pour justement permettre d'aller plus loin dans ce combat. Quel est le message que tu donnerais à des jeunes artistes? D'abord, c'est créer, avec une sorte de liberté, en faisant fi aux contraintes qu'on se crée. L'art, c'est ça, c'est pour transgresser. Mais justement, s'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de transgression. Donc, on s'impose d'abord une sorte de contrainte, ou on vit dans une sorte de contrainte, et on crée contre cela. Donc, ce que je conseille aux jeunes auteurs, c'est non seulement de résister, mais de ne pas avoir peur des contraintes. Au contraire, de les prendre à bras ouverts, et puis de jouer avec, de les casser, de les transgresser. Qu'est-ce qui, toi, te donne de l'espoir? La désillusion. Quand je regarde comme ça l'histoire de l'humanité, c'est très étonnant et même très inspirant de voir qu'à chaque fois que l'humanité a reçu une gifle contre ses croyances, cette humanité, elle se relève pour recréer, repenser le monde. L'humanité croyait que la Terre était plate. Un jour, quelqu'un vient, non, la Terre est ronde. Elle n'est pas le centre de l'univers. Ce n'est presque rien. Vous vous rendez compte de cette gifle que l'humanité prend. Ensuite, l'humanité, d'accord, la Terre est ronde, c'est elle qui tourne autour du soleil, etc. Mais n'oublions pas que cette Terre est créée par les mains de Dieu. Et puis, il y a sa créature est là, sur cette Terre. Ensuite, on apprend que non, la Terre n'a rien de particulier. C'est juste qu'il y a eu un conditionnement atmosphérique qui a permis à cette Terre, sa distance avec le Soleil, etc., de devenir justement une planète vivante. Et puis, l'être, elle fait partie de la nature. Cette créature humaine n'est pas une créature élue. Donc, on est comme un animal. L'autre gifle. Et là encore, l'humanité dit « Ok, d'accord, rien d'autre. » Mais on a notre conscience, notre pensée, notre intelligence. Et quelqu'un d'autre vient « Ben non, ta pensée vient de ton inconscience. » Et que l'être humain n'est pas un sujet. Pensons, au-delà de ça, il est pensé par la société, par les médias, par le pouvoir. Donc, autre gifle. Ensuite, il dit, bon, c'est pas grave, ok, l'être humain n'est pas ça, etc., etc. Mais il y a une histoire qui a justement un sens. Et là, aujourd'hui, on voit que non, même cette histoire n'est faite que du hasard. De temps en temps, par la volonté de 2-3 déglingués élus au pouvoir. Donc, je mets la désillusion comme le moteur qui permet à l'humanité de devenir ce qu'elle est. Là, en ce moment, il y a une autre gifle que les humains se prennent dans la tête, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle, où on se rend compte qu'on n'est plus les seuls à écrire des choses, à créer des images, à faire de l'art, et ça, c'est aussi anthropologique. Il y avait la préhistoire qui s'est arrêtée au moment où les hommes se sont mis à écrire, et là, peut-être qu'on rentre dans la post-histoire où on n'est plus les seuls à écrire, et peut-être que demain, on lira, on découvrira des choses d'êtres non humains. Aujourd'hui, il y a le grand débat sur l'IA. Mais quoi que l'on fasse, l'IA a besoin des données humaines. Donc, quoi que l'on fasse, l'homme doit être derrière. Même si, comme dans le film Matrix, dans des machines incroyables, dans un état végétatif, mais son intelligence est là. Ça, on ne peut pas s'en dépasser. Deuxième chose, moi, encore une fois, ça ne me fait pas peur. Parce que l'humanité, comme on a vu, en effet, a reçu des gifles, des gifles et des gifles. Et ça, c'est une autre gifle. Mais après chaque gifle, l'humanité essaye de se réinventer. Ce qui se passe avec l'Internet,
avec l'IA, ça me rapproche plus à l'époque de la Renaissance, avec la création de la perspective dans la peinture, pour donner l'illusion de troisième dimension de la réalité. Ça a créé la perspective historique, technique, philosophique. Ça a réinventé l'humanité. Et là aussi, oui, l'IA, l'Internet, est en train de réinventer l'humanité. Donc, préparons-nous pour ça. Et ce qui est encore plus important et urgent, c'est qu'on fasse pour que l'IA ne l'emporte sur l'intelligence humaine. Il faut le contrôler. Pas contrôler dans le sens de police ou etc., mais de s'adapter et de l'intégrer dans notre vie pour bien le maîtriser. Et n'oublions pas une chose, c'est tout ce qu'on crée n'a pas de témoin. C'est-à-dire que ce que je crée, je n'ai pas l'expérience du coup de chaque mot. Il y a rien qui témoigne de ma solitude pour écrire une phrase. Donc, c'est-à-dire l'intelligence artificielle me prive de ce témoignage existentiel. Quoi que l'on fasse, on a besoin d'un témoin. Je pense à ce film de Abbas Kiarostami, Le vent nous emportera, et aussi Le goût de cerises, dans lequel un homme veut se suicider, mais il cherche quelqu'un pour l'enterrer. En fin de compte, à la fin, on comprend que non, c'est pas qu'il cherche quelqu'un pour l'enterrer, etc., mais pour que quelqu'un soit témoin de son suicide. Donc, nos émotions ont besoin de témoins. Et cela, ce n'est pas possible avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que moi-même, je ne suis plus le témoin de ma création. Prendre conscience de ça, ça peut nous guider comment maîtriser cette intelligence artificielle. Je partage la croyance que nous sommes dans une forme de renaissance. Une phrase qu'on dit souvent, c'est qu'on est dans le nouvel âge d'or, notamment de la poésie, et que c'est aussi grâce aux nouvelles technologies que ça se partage, que ça s'écrit. Tu as parlé du témoin, et moi ça m'a fait penser au lien, et ça m'a fait penser au livre que tu as écrit avec ta fille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet échange épistolaire que vous avez écrit et pourquoi vous l'avez fait? Parce que je trouve ça très beau. Merci. Oui, alors, si seulement la nuit a été écrit pendant le Covid. Ma fille Alice, elle venait juste de sortir de l'école, le conservatoire de Paris, le conservatoire de l'art dramatique, et d'un seul coup, le confinement. En même temps, moi, de mon côté, j'avais tant de projets cette année 2020, et tous ces projets aussi tombaient à l'eau. Le film que j'avais fait au Rwanda, à peine à l'écran, ça a été confiné pour ne pas tomber dans cette détresse. Et puis aussi pour trouver un témoin de ce qu'on vivait, de nos angoisses face à la mort, face à cet état d'incertitude. C'était ça un peu le moteur. Au début, je n'avais pas l'intention de maintenir justement une correspondance avec Alice, mais je lui ai envoyé justement un petit mot. Elle m'a très vite répondu avec une lettre qui m'avait beaucoup touché. On a continué pendant 1 an. Et là, c'était une expérience assez importante. Ça m'a permis de comprendre ma fille, mais aussi une autre génération. Et aussi me faire comprendre, parce que ma fille est née ici en France, donc dans une autre culture, dans une autre langue, dans une autre mentalité. Donc, ces 2 générations, il fallait que se comprennent, il faut que ce dialogue. C'est vrai que chez les familles exilées, ce décalage d'un seul coup devient très, très important. On cherche la violence et la délinquance chez les gens qui sont venus d'une autre culture, sont devenus une sorte de bouc émissaire, bien sûr. Et si dans les banlieues, là où il y a plus d'immigrés, plus d'exilés, il se passe des choses, pourquoi ? Il faut se demander. Évidemment, il y a des contraintes sociales, politiques, mais au-delà de ça, il ne faut pas négliger ce rapport intergénérationnel dans les familles d'immigrés. Évidemment, il y a quelques associations, il y a quelques pensants qui tiennent compte de ça et puis travaillent. Mais dans les programmes politiques, il n'y a rien qui puisse nous aider à réfléchir sur ça. Donc, c'est quelque chose pour moi très important de créer cette relation intergénérationnelle dans les familles d'immigrés, dans les familles d'exilés. J'ai lu récemment quelque chose qu'on ne dit très peu, c'est que quand on regarde les réussites au bac et les mentions en fonction de la classe sociale des parents, les enfants d'immigrés réussissent 2 à 5 fois plus que les enfants de Français qui sont là depuis longtemps. Et donc on a l'impression qu'il y a plus de réussite si on pondère par la classe sociale, et ça c'est quelque chose que je trouve qu'on dit très peu. Ouais.
Absolument, parce que où ils vivent parce qu'ils vivent dans les contraintes, parce que ils n'ont pas la possibilité d'être dans le confort. Le confort, c'est très destructeur. C'est pourquoi moi je dis toujours, il faut écrire le mot confort avec un trait d'union. Et à mes enfants, Alice et mon fils Sam, j'ai essayé de ne pas les repousser à certains conforts. Donc, ces enfants d'immigrés qui se battent parce qu'ils ne sont pas dans le confort. Deuxième chose, c'est qu'ils sortent de vengeance sur la société. Et une vengeance positive, parce qu'il y a des vengeances négatives, ça, il ne faut pas nier, mais ça, c'est bien une sorte de défi face à la société qui les met dans le marge. Les immigrés, j'ai l'impression que l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire comment est-ce que l'histoire de la famille est transmise, ça crée des turbulences, ça peut créer des nœuds, ça peut créer des ruptures. Et à travers ce livre, je pense, et même à travers tes réflexions, comment est-ce que on arrive à arriver après, en termes de généalogie, ou d'arriver avant par rapport à ses propres enfants, et à faire le lien avec des gens qui sont différents, et d'une certaine façon, comme tu le disais avec ta fille, être différent, et d'un autre côté, s'inscrire dans la même lignée. Là, évidemment, tout de suite, il faut penser à cette devise tellement évidente. C'est dans la différence que naît le sens. S'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de sens. Si tout était blanc, justement, ça ne pourrait pas créer du sens. Et même la linguistique nous a appris, si toutes les lettres, tous les phonèmes étaient R, il n'y aurait pas de communication, il n'y aurait pas de compréhension, il n'y aurait rien. Donc, si il y a vraiment dans la langue du sens, parce que c'est la différence phonétique. C'est aussi enfantin que ça comme logique, mais on oublie souvent. Donc, oui, il faut que cette différence existe. Il faut qu'on prenne cette différence comme quelque chose de positif au lieu de négatif et que ça devienne une sorte de moyen de mettre les autres dans la marge de la société, etc. Comme j'ai eu peut-être une formation linguistique, mais quand même en philosophie, en social, en tout, on voit ce qui crée le sens, ce qui crée la forme, c'est la différence. Ça me fait penser que dans l'Ancien Testament, quand Dieu crée le monde, il commence par séparer les ténèbres de la lumière. Absolument. Quel est ton rapport avec le sacré, avec la religion, même si ça n'a parfois aucun rapport? J'ai un rapport à la fois affectif, mais aussi politique avec les religions. Je suis athée, mais avec une certaine pensée qui s'approche de Spinoza sur la religion et sur Dieu. Quand il dit que Dieu et nature sont les mêmes choses, sauf change le point de vue. Donc, c'est l'univers. L'humanité est née. Cette humanité a besoin d'une illusion et de ces désillusions. Cette humanité a besoin de croire à quelque chose. Ensuite, à se révolter contre sa propre croyance. Et c'est ça qui est beau chez l'être humain. C'est dans mon livre « Moudiswa Dostoïevski » que j'ai essayé de régler un peu mes comptes avec la religion. L'humanité, quand il essaie de comprendre le monde scientifiquement parlant, n'arrive pas parce que la science ne peut pas lui donner des réponses. Il s'oriente vite vers la philosophie. À un moment donné, l'humanité s'aperçoit que non, la philosophie non plus ne peut pas donner toutes les réponses. Là, on s'oriente vers la religion. On crée Dieu dans l'espoir de trouver une explication. Et la religion, évidemment, ne peut pas non plus donner toutes les réponses. Et là, seule chose qui arrive à nous réconcilier avec le monde, avec nous-mêmes, avec notre existence, avec l'univers, c'est l'art. Et ce n'est pas rien que toutes les religions du monde, pour exister, ont besoin de l'art. La religion est là pour nous donner des réponses, pour sacraliser des choses, parce qu'on a besoin du sacré, juste pour le sacrilège. Qu'est-ce qui est sacré chez toi? L'écriture. Si Dieu existe, c'est grâce à l'écriture. L'humanité a su quand même exister, survivre à la nature. C'est de la culture, c'est de l'écriture aussi. Les mots sont pour moi aussi sacrés que Dieu, quoi. Dans la Bible, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Oui, c'est l'écriture. Tu as évoqué le nom de Dostoïevski en faisant référence à un de tes livres. Moi, Dostoïevski, c'est un auteur qui m'a beaucoup marqué parce que je le trouvais insolent, juste, presque fébrile, écorché, profond, et qu'il racontait quelque chose de très vrai. Qu'il va loin dans le dévoilement de lui-même. Et c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup en littérature. Et je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de gens qui sont éloignés de la littérature ne perçoivent pas. Que la littérature, ça peut être plus intense qu'une série Netflix ou qu'un film. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que tu dirais pour inciter des jeunes ou des gens qui sont éloignés de la lecture? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Et qu'est-ce que tu leur dirais qu'on peut y trouver? Regardons, l'humanité a commencé à laisser sa trace sur cette terre grâce à l'art.
Mais dans ces arts, ce qui était plus important, ce qui a sauvé, comme c'était l'écriture, c'est l'art narratif. Parce que l'homme a besoin de mettre en récit son passé ou son existence. La réalité, tant qu'elle ne soit pas racontée, n'existe pas. La réalité a besoin d'être racontée. Et c'est ça, pour moi, l'art de récit, la littérature, la poésie crée un lien, ou plutôt cherche ce lien invisible qui est entre l'humain et l'univers. Ensuite, le roman est venu pour créer un autre lien, découvrir un autre lien invisible qui est entre l'individu et l'histoire. Ça, c'est dans nos gènes. Dès qu'on regarde l'homme primitif, des grands poètes, ils disent toujours, dès qu'ils nommaient les objets, les événements, ses sentiments, ses émotions, ils devenaient poète. L'humain a besoin de nommer les choses, de raconter les événements ou se raconter. On devient témoin de nos émotions, de nos délires, de nos hantises, de nos révoltes. L'humanité a besoin de témoigner, juste parce que, comme on est mortel, et toutes nos obsessions, c'est quoi? C'est de devenir immortel. Et comme on ne peut pas physiquement, on s'appuie sur son esprit et sur tout ce qui nous donne les moyens de créer ce lien avec l'histoire, avec la société, même après notre disparition. Comment est-ce que tu écris? Quand est-ce que tu écris? Qu'est-ce que ça te fait physiquement lorsque tu écris? À vrai dire, je n'ai pas un rituel complètement spécifique pour l'écriture ou quoi que ce soit. Bien que je suis quelqu'un assez rituel, dès que je me lève jusqu'à ce que je me couche. Donc, j'adore les rituels. J'ai grandi dans une famille, le père était très rituel. Il se réveillait 5 heures du matin. Mais au lieu de faire la prière, il se mettait à la terrasse de la maison avec sa théière, son petit déjeuner impeccable et un recueil de poèmes qu'il disait à haute voix. C'était notre réveil. C'est resté, je crois. Et ma matinée est très, très rituelle. Donc, en effet, je me réveille, je fais de yoga tous les matins. Ensuite, un petit déjeuner qui prend 1 heure. Et le soir, avant de me coucher, pareil, dès que je décide d'aller au lit, je coupe tout. Je mets la musique absolument pendant 30 minutes. Il faut que j'écoute de la musique. Et avec un thé que moi-même je prépare, c'est-à-dire je fais du safran, de cardamome et des pétales de rose. L'écriture, oui, d'abord je m'isole. C'est la solitude et le silence à écrire. Évidemment, toujours avec tant de livres sur ma table. Et puis, faire des callimorphies. Dès que j'attaque un livre et que je ne suis pas inspiré ou je n'arrive pas à me concentrer, je me mets à dessiner, à faire de la calligraphie ou de la callimorphie. Ou sinon, la cuisine. Dès que je suis bloqué, dès que je n'arrive pas à trouver une idée, je me réfugie dans la cuisine. Je passe 3 heures, j'ai une 60aine d'épices, etc. Je fais des expériences culinaires tout en réfléchissant sur mon livre, sur les mots, sur les situations que je dois développer, etc., etc. Et ça m'aide énormément. Le dernier parrain des Bonnefeuilles, Adrien Crécy, disait que la poésie, pour lui, ça lui permettait d'étendre le domaine du sensible. Ça lui permet de mieux sentir. Ça faisait partie de ce travail de mieux sentir les êtres, les émotions, les gens autour d'eux. Et je me demandais, toi qui as l'air de toucher à beaucoup de choses, que ce soit des ingrédients de cuisine ou des pinceaux, ou de sentir les humains, est-ce que tu étais d'accord avec cette affirmation? Est-ce que... Absolument. Je reviens à cette période qui m'est très très chère, c'est la Renaissance. C'est la période où le roman est né parce que la perspective est entrée dans la pensée humaine et évidemment au détriment de la poésie. Mais on voit que l'art du roman a tellement changé en fonction de l'histoire humaine parce qu'il a un rapport avec l'histoire, avec l'individu, avec la société. La poésie, il nous relie avec l'univers. Et de plus en plus, avec ce lien invisible qui nous relie, aussi bien les hommes entre eux, mais aussi l'humanité et l'univers, la nature, etc. Et imaginez, par exemple, cette expression magnifique, le soleil se lève. Depuis la Renaissance, on comprend que non, le soleil ne se lève pas. Mais on continue à l'utiliser, ça, parce que on veut que le soleil soit aussi vivant
que l'être humain. Et ce rapport qu'on crée avec le soleil, ce n'est que la poésie qui nous permet. La poésie, c'est nommer justement notre manière d'émerveillement face à l'univers. C'est pas émerveillement dans le sens où tout est bon, etc., etc. Non. L'émerveillement est aussi très, très violent. Et je suis étonné quand à chaque fois on dit Alice au pays de merveilles, dès qu'on parle d'un moment, de bons moments, etc., ah, c'est Alice au pays de merveilles. Ben non, quand on lit Alice au pays de merveilles, il y a une telle violence dans ça. L'émerveillement, il y a ça. On a cette violence physique, mentale, avec la nature, avec nous-mêmes. Nos émotions d'émerveillement face à l'univers. Tout à l'heure, on parlait de la réalité historique dont s'occupe le roman. Mais encore, le roman ne s'arrête pas à copier cette réalité du monde. Non, c'est l'interpréter, de le mettre en récit, de le structurer dans notre esprit pour atteindre une certaine vérité humaine. Plus que ça, c'est la possibilité humaine. L'art de la poésie, ça ramène à cette vérité. Tout à l'heure, tu as cité Rumi, un poète persan du XIIIe ou du XIVe siècle. Oui. Je ne sais pas si c'était de lui dont tu parlais. Alors, c'était le maître de Rumi, Shams, qui disait ça. Quels sont, toi, tes poètes ou tes poétesses favoris, enfin, en tout cas, certains qui te touchent, que tu aimerais partager au reste du monde? Mon dernier livre parlait d'une dame poète persanophone qui avait vécu dans le XIIe siècle. Elle s'appelait Mehdi. Féministe avant l'heure, provocatrice et grande poète. Et oui, il y a ça. Évidemment, Rumi, Atash, qui a écrit La conférence des oiseaux, le fameux livre. Et puis, évidemment, le côté l'Occident, T.S. Eliot, Pablo Neruda, et puis Bukowski aussi. J'adore. Et puis, parmi les grands poètes français, Aimé Césaire, bien sûr, et René Char, Paul Éluard, Jacques Prévert. Je cite toujours cette vers de Prévert. Dieu surprit Adam et Ève et leur dit « Faites comme si je n'existais pas ». Eh bien, merci beaucoup, Attic, Merci pour cet échange. Est-ce qu'il y aurait un auteur français que tu verrais bien répondre à ces questions? Ça t'intéresserait d'entendre les réponses à des questions d'interview que tu trouves qu'on n'entend pas assez? Nous donner des idées pour les prochains invités. Oh, il y en a tellement. Moi, je suis un fan inconditionnel de Pascal Quignard. Pour moi, c'est le plus grand auteur français. Chaque fois quand je lis un de ses livres, ou même un texte, une phrase, ça y est, je suis emporté. Il me donne tellement dans le foi en littérature, aux mots, comme Duras. Super. Encore merci. Merci à vous.